Le crépitement du feu dans la cheminée tentait désespérément de masquer le silence assourdissant qui s'était installé dans le salon. Un silence lourd, palpable, tissé de non-dits et de regards fuyants, bien plus oppressant que le brouhaha habituel de nos bruyantes réunions de famille. J'étais là, Julien, assis sur le canapé en cuir usé, une tasse de café tiède, presque froide, entre les mains, observant les flammes danser, comme si elles détenaient la clé de mes propres tourments intérieurs. C'était le réveillon de Noël, une soirée censée vibrer de joie, de rires sincères et de complicité partagée. Mais pour moi, il n'y avait qu'une tension palpable, une chape de plomb glacial qui écrasait mon âme, étouffant toute tentative de légèreté. Ma femme, Sophie, s'affairait en cuisine avec sa mère, leur voix feutrée par la distance, mais je savais, au plus profond de moi, qu'elle parlait de moi, de mes humeurs changeantes, de cette distance infranchissable que j'avais érigée, brique après brique, entre nous et le reste du monde. Mes enfants, Léa et Thomas, étaient absorbés par leurs jeux vidéo, leur rire numérique résonnant comme une dissonance stridente dans cette symphonie de malaise familial. Et puis, il y a eu ce coup à la porte, un coup sec, familier, qui a fait tressaillir mon cœur, le faisant bondir dans ma poitrine. C'était Marc, mon frère avec qui les ponts étaient recoupés, effondrés, depuis des années interminables, depuis cette affaire de l'entreprise familiale qui nous avait déchirés, nous laissant des cicatrices indélébiles. Il se tenait là, sur le seuil de notre maison, un sourire hésitant, presque contraint, aux lèvres, et dans sa main une bouteille de vin. Une bouteille de Château Margaux 1982, notre vin. Le vin que notre père, aujourd'hui disparu, nous avait promis de partager le jour lointain où nous aurions enfin enterré la hache de guerre, scellant une réconciliation tant espérée. Un symbole puissant, un geste lourd de sens, un espoir fragile. Mon estomac s'est noué, une boule de douleur et d'appréhension. Des souvenirs ont déferlé, des images vives de notre enfance insouciante, de nos rires complices, de nos rêves partagés, avant que tout ne s'effondre, ne se brise en 1000 morceaux. Marc a posé la bouteille sur la table basse, entre nous, comme une offrande silencieuse, un rameau d'olivier tendu. Ses yeux cherchaient désespérément les miens, emplis d'une lueur d'espoir, d'une supplication muette, presque désespérée. Mais mon regard, obstinément, s'est détourné, s'est posé sur la bouteille, puis sur mon beau-père, Henri, assis paisiblement dans son fauteuil préféré, absorbé par la lecture de son journal du soir. Henri, l'homme qui m'avait accueilli dans sa famille sans le moindre jugement, qui m'avait offert une épaule solide quand la mienne s'écroulait sous le poids de mes fardeaux, qui m'avait donné la reconnaissance et l'affection que je n'avais jamais trouvées auprès des miens, de ma propre lignée. Mon beau-père qui, sans le savoir, était devenu au fil des ans le père que j'aurais toujours voulu avoir, le pilier dont j'avais tant manqué. Une pensée fulgurante a traversé mon esprit, une impulsion irrépressible, une décision prise en une fraction de seconde, avant même que ma conscience n'ait eu le temps de la valider, de la peser. Une décision qui allait sceller mon destin et peut-être de manière irréversible, celui de ma famille tout entière. Sans un mot, sans un regard, même furtif, pour Marc, j'ai saisi la bouteille de vin. Sa fraîcheur sous mes doigts était un baume apaisant, une certitude inébranlable. Je me suis levé, le cœur battant la chamade, un tambour de guerre résonnant dans ma poitrine, et j'ai marché résolument vers Henri. Chaque pas était une affirmation silencieuse, chaque mouvement une déclaration implicite. Marc m'observait, son sourire figé sur son visage, ses yeux suivant chacun de mes gestes, l'incompréhension grandissant, se muant en douleur sur son visage. Sophie et sa mère, alertées par le silence soudain, avaient cessé leur conversation et nous regardaient, intrigués, leur visage reflétant un mélange de curiosité et d'inquiétude. J'ai tendu la bouteille à Henri. « Tiens, papa, c'est pour toi. Un grand cru, pour célébrer cette belle soirée de Noël. » Ma voix était étonnamment calme, presque détachée, malgré la tempête émotionnelle qui faisait rage en moi. Henri a levé les yeux de son journal, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres ridées. « Oh, Julien, c'est une excellente surprise. Merci, mon garçon. Tu sais que j'apprécie les bonnes choses, les gestes attentionnés. » Il a pris la bouteille, ses doigts ridés caressant l'étiquette, un signe d'appréciation sincère, non feinte. Ce simple geste, ce remerciement chaleureux, cette reconnaissance authentique dans ses yeux, ont suffi à inonder mon cœur d'une chaleur inattendue, d'un réconfort profond. Une chaleur éphémère peut-être, mais tellement réconfortante, tellement nécessaire. J'ai jeté un coup d'œil furtif à Marc. Son visage était livide, décomposé. Le sourire avait disparu, remplacé par une expression de douleur intense, de trahison amère, d'une incompréhension abyssale.
Ses yeux, autrefois emplis d'espoir, étaient maintenant des miroirs reflétant le vide, la déception profonde. Il avait compris. Il avait compris que cette bouteille, ce symbole fragile de réconciliation, venait d'être jeté aux oubliettes, donné à un étranger, à l'homme qui avait pris ma place, ou du moins, la place qu'il pensait occuper dans mon cœur, dans ma vie. Le silence est revenu, plus lourd encore, plus glacial que jamais. Le crépitement du feu semblait s'être éteint, étouffé par l'atmosphère. L'air était devenu irrespirable, pesant. J'avais fait mon choix, et je savais au plus profond de moi que ce choix allait avoir des conséquences irréversibles. Des conséquences que je n'étais peut-être pas prêt à affronter, à supporter. Mais le mal était fait. La bouteille était entre les mains de mon beau-père, et le pont fragile, qui venait à peine d'être esquissé entre Marc et moi, s'était effondré, emportant avec lui les derniers vestiges d'un passé que je voulais désespérément oublier, effacer de ma mémoire. Le regard de Marc, ce mélange insoutenable de stupeur et de tristesse profonde, m'a transpercé l'âme, me laissant une blessure ouverte. Il n'a rien dit, n'a pas fait un geste, même le plus infime. Il a juste hoché la tête, lentement, comme si une vérité insupportable, une révélation dévastatrice, venait de lui être brutalement révélée. Puis il s'est retourné, le dos courbé, et a quitté la pièce sans un mot d'adieu, sans un regard pour quiconque, comme une ombre s'évanouissant dans la nuit. La porte s'est refermée derrière lui, un claquement sec et définitif qui a résonné dans le silence de mort, scellant notre séparation. Sophie s'est approchée de moi, son visage marqué par l'incompréhension, les sourcils froncés. « Julien, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi as-tu donné la bouteille de Marc à papa ?» Sa voix était un murmure à peine audible, mais je pouvais y déceler une pointe de reproche, de déception amère, de trahison. C'était un cadeau, Sophie. Un cadeau pour Henri. Il aime le bon vin, tu le sais. J'ai essayé de paraître indifférent, de masquer ma propre douleur, mais ma voix tremblait légèrement, trahissant mon trouble intérieur. Mais c'était le vin de Marc. Le vin de notre père. Tu sais ce que ça représente pour lui? Ses yeux étaient emplis de larmes, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues, et je savais qu'elle pensait à la réconciliation que nous avions tous, secrètement, espéré, prié. Il n'y a plus rien entre Marc et moi, Sophie. Plus rien du tout. J'ai craché les mots, le cœur serré, une douleur lancinante. Et ce vin, ce n'est qu'une simple bouteille. Mais ce n'était pas qu'une bouteille. C'était bien plus. C'était un symbole lourd de sens. Un symbole de notre enfance brisée, de nos promesses non tenues, de la trahison qui avait tout détruit, tout anéanti. Je me suis souvenu avec une clarté douloureuse de ce jour, il y a 10 ans, quand notre père, sur son lit de mort, le souffle court, nous avait fait promettre à Marc et à moi de toujours prendre soin l'un de l'autre, de ne jamais laisser l'argent, cette source de tant de maux, nous diviser. Il nous avait parlé de ce château Margaux 1982, une bouteille qu'il gardait précieusement, comme un trésor, pour le jour lointain où nous aurions enfin réussi à bâtir ensemble l'entreprise qu'il avait fondée, son rêve de toute une vie. Mais Marc avait tout gâché, il avait tout ruiné. Il avait vendu ses parts de l'entreprise à notre concurrent direct, dans mon dos, en secret, pour une somme dérisoire, juste pour me nuire, pour me voir échouer lamentablement. J'avais tout perdu, mon entreprise, ma réputation, mon honneur, et surtout, mon frère, mon sang. La rancœur avait grandi en moi, une plaie béante, purulente, qui ne s'était jamais refermée, jamais cicatrisée. J'avais essayé désespérément de pardonner, de comprendre ses motivations, mais la douleur était trop vive, trop profonde. Marc avait brisé notre lien sacré, notre héritage familial, notre confiance mutuelle. Et maintenant, il osait se présenter avec cette bouteille, comme si rien ne s'était passé, comme si un simple geste, une offrande dérisoire, pouvait effacer des années de souffrance, de trahison. C'était une insulte flagrante, une provocation inacceptable. Et je ne pouvais pas l'accepter. Je ne le voulais pas. Henri, mon beau-père, avait été mon roc inébranlable pendant cette période sombre. Il m'avait aidé à reconstruire ma vie, à me relever, à retrouver un sens à mon existence. Il m'avait traité comme son propre fils, avec respect, avec affection sincère, avec cette reconnaissance que j'avais tant cherchée auprès de ma propre famille, mais que je n'avais jamais trouvée, jamais reçue. Mes parents, toujours plus préoccupés par les apparences, par le maintien de leur statut social, n'avaient jamais vraiment vu ma détresse, ma souffrance. Ils avaient minimisé la trahison de Marc, me conseillant froidement de passer l'éponge, de ne pas faire de vagues, de ne pas perturber leur tranquillité. Ma mère, en particulier, avait toujours eu un faible pour Marc, le petit dernier, le plus fragile,
le chouchou. J'avais toujours été le fort, celui qui devait tout supporter, tout encaisser, sans jamais se plaindre. J'avais toujours eu l'impression d'être invisible à leurs yeux, un simple prolongement de leurs ambitions, de leurs attentes démesurées. Sophie, ma femme, avait bien essayé de me soutenir, de m'apporter son aide, mais elle ne comprenait pas la profondeur de ma blessure, l'étendue de ma douleur. Elle voyait la surface, la colère, la rancœur, mais pas la douleur lancinante, la déception amère, le sentiment d'abandon qui me rongeait. Elle me demandait de tourner la page, de penser à l'avenir, de laisser le passé derrière moi. Mais comment tourner la page quand chaque souvenir était une épine acérée dans le cœur? Comment penser à l'avenir quand le passé vous hante, vous poursuit sans relâche? Alors, quand Marc est arrivé avec cette bouteille, j'ai vu rouge. C'était une tentative de manipulation éhontée, une façon de me forcer à pardonner, à oublier l'impardonnable. Et je ne pouvais pas, je ne voulais pas. Donner cette bouteille à Henri, c'était un acte de rébellion. Une façon de dire à Marc, à ma famille, au monde entier, que j'avais choisi ma propre voie, ma propre famille, mes propres valeurs. C'était une façon de me venger, oui, une vengeance amère, mais aussi de me protéger. De protéger mon cœur brisé, ma dignité bafouée. Henri, lui, n'avait rien remarqué de la tension sous-jacente. Il avait simplement vu un cadeau, un geste d'affection sincère. Il avait ouvert la bouteille avec soin, versé le vin dans des verres et nous avait invités à trinquer. À la famille, avait-il dit, son sourire chaleureux illuminant la pièce d'une lueur d'espoir. J'avais levé mon verre, le regard fixé sur le liquide pourpre, et j'avais bu. Le vin était excellent, riche, complexe, avec des notes de fruits rouges et d'épices subtiles. Mais il avait un goût amer. Le goût de la victoire, peut-être, mais aussi celui de la solitude profonde. Sophie avait refusé de boire. Elle m'avait regardé avec des yeux emplis de tristesse, de reproches silencieux. « Je ne peux pas, Julien, pas ce soir. » Elle s'était levée et avait rejoint les enfants, les serrant fort dans ses bras comme pour se rassurer, pour trouver un réconfort. Je savais que j'avais franchi une ligne, que j'avais blessé Marc, oui, mais aussi Sophie, ma femme, et peut-être même Henri, sans le vouloir, en le mêlant à mes propres drames, à mes propres démons. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Le vin était bu, les mots étaient à prononcer, et la nuit ne faisait que commencer, promettant son lot de révélations. La soirée s'est poursuivie dans une atmosphère étrange, un mélange discordant de fausse gaieté forcée et de malaise palpable, presque suffocant. Henri, inconscient du drame familial qui se jouait sous ses yeux, savourait son vin, racontant des anecdotes de sa jeunesse lointaine, son rire chaleureux résonnant dans la pièce, seul écho de normalité. Sophie était distante, ses réponses courtes, ses regards fuyants, évitant le mien, comme si elle portait un fardeau invisible. Les enfants, eux, semblaient avoir senti la tension ambiante et étaient devenus étrangement silencieux, absorbés par leur jeu, cherchant refuge dans leur monde imaginaire. Je me sentais de plus en plus seul, isolé dans ma bulle de rancœur tenace et de fierté mal placée. Chaque gorgée de vin que prenait Henri était un coup de poignard dans mon cœur, une confirmation amère de ma décision, mais aussi une piqûre lancinante de remords. Avais-je eu raison d'agir ainsi? Avais-je agi par pure vengeance ou par un besoin sincère et profond de reconnaissance, d'amour? La frontière entre les deux était floue, presque imperceptible, se mêlant dans mon esprit tourmenté. Vers la fin de la soirée, alors que les invités commençaient timidement à partir, Henri s'est approché de moi, son pas lent et mesuré. « Julien, ce vin était exceptionnel. Vraiment, un grand cru. » Mais il a hésité, son regard se posant sur la bouteille vide comme s'il cherchait des réponses. « Ce n'était pas le vin que Marc t'avait apporté, n'est-ce pas? J'ai vu son visage quand tu me l'as donné. Mon cœur a manqué un battement, une décharge électrique. » Henri avait compris. Il avait vu au-delà de mon masque d'indifférence, de ma façade de froideur. « C'est une longue histoire, papa. » J'ai essayé de détourner le regard, de fuir son examen, mais ses yeux étaient fixés sur les miens, emplis d'une compassion infinie, d'une sagesse bienveillante. « Je sais que tu as traversé beaucoup de choses, mon garçon, des épreuves difficiles. Et je sais que la relation avec ton frère est compliquée, douloureuse. Mais un cadeau, Julien, c'est un pont, une main tendue, et parfois il faut savoir la saisir même si la douleur est encore là, même si les blessures sont profondes. » Ces mots étaient doux, apaisants, mais ils résonnaient en moi comme un coup de tonnerre, une vérité implacable. Il ne me jugeait pas, il me comprenait, et cette compréhension était plus douloureuse que n'importe quel reproche, n'importe quelle accusation. Je ne pouvais pas, papa. Il m'a trop fait souffrir. La trahison était trop grande. Ma voix était un murmure brisé par l'émotion, par le poids de mes regrets. Je sais,
Mais la vengeance, Julien, ne guérit pas les blessures, elle les approfondit, les rend plus douloureuses encore. Il a posé une main sur mon épaule, un geste réconfortant, un baume sur mon âme tourmentée. Marc est ton frère, ton sang. Et malgré tout ce qui s'est passé, malgré les erreurs, il t'aime. Il est venu ce soir avec cette bouteille, parce qu'il voulait se réconcilier. Il voulait retrouver son frère perdu. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, des larmes de honte, de regret amer, de tristesse infinie. J'avais été aveuglé par ma propre douleur, par ma rancœur tenace. J'avais repoussé la seule personne qui tentait de me tendre la main, de me sauver de moi-même. Sophie s'est approchée, alertée par mes sanglots, son visage empreint d'inquiétude. Elle m'a pris dans ses bras, me serrant fort, un geste d'amour inconditionnel. Julien, sa voix était douce, emplie d'amour, de pardon. Je suis désolé, Sophie. Je suis tellement désolé. J'ai enfoui mon visage dans son épaule, laissant mes larmes couler librement, lavant, peut-être, une partie de ma culpabilité. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû donner cette bouteille. Henri nous a regardés, un sourire triste aux lèvres, mais empli d'espoir. Il n'est jamais trop tard pour réparer les choses, Julien. La vie est faite de choix et de pardon. Il a quitté la pièce, nous laissant seuls dans le silence retrouvé. La nuit était tombée, enveloppant la maison dans son manteau de silence. Mais ce silence n'était plus pesant. Il était empli d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle détermination. J'avais fait une erreur, une grave erreur, mais j'avais aussi appris une leçon essentielle. La vengeance ne mène à rien, sinon à plus de douleur. Le pardon, en revanche, est le seul chemin vers la guérison, vers la paix intérieure. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. Le soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une lumière douce prometteuse. J'ai trouvé Sophie en cuisine, préparant le petit déjeuner, son visage serein. Je l'ai prise dans ses bras, la serrant fort, un geste de gratitude. Je vais parler à Marc. Je vais essayer de réparer les choses, de reconstruire ce qui a été brisé. Elle a levé les yeux vers moi, un sourire éclatant illuminant son visage, empli de fierté. Je savais que tu ferais le bon choix, Julien. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Marc. Mon cœur battait la chamade, un mélange d'appréhension et d'espoir. J'étais nerveux, oui, mais aussi empli d'une nouvelle force, d'une nouvelle détermination. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était le seul fondement solide sur lequel bâtir un avenir. Le chemin serait long, semé d'embûches, de doutes et de douleurs. Mais au moins, nous avions une chance de reconstruire, de pardonner, de guérir les blessures profondes. La bouteille de vin avait été un catalyseur inattendu, un révélateur brutal. Elle m'avait forcé à regarder en face mes propres démons, mes propres faiblesses, mes propres erreurs. Et maintenant, j'étais prêt à les affronter, à les surmonter. Pour moi, pour Sophie, pour mes enfants. Et pour Marc, pour mon frère. La sonnerie a retenti. 1, 2, 3 fois. Puis une voix familière, hésitante, a répondu. « Allô ?» C'était Marc, mon frère. Le début d'une nouvelle ère. Une ère de vérité, de vulnérabilité et, je l'espérais de tout mon cœur, de réconciliation. Le poids de l'injustice s'était envolé, remplacé par l'incertitude de l'avenir. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais de l'espoir. L'espoir que ma famille puisse enfin me voir, non pas comme un fantôme, mais comme l'homme que j'étais vraiment. Un homme qui avait fait des erreurs, oui, mais qui avait toujours agi par amour, par dévouement. Un homme qui, enfin, avait trouvé la force de révéler la vérité, même si cela signifiait tout faire exploser, tout remettre en question. Et maintenant, nous allions affronter les conséquences ensemble, en tant que famille. Une famille brisée, certes, mais une famille qui avait une chance de se reconstruire sur des bases solides, des bases de vérité et de pardon. La nuit était profonde, mais une lueur d'espoir brillait à l'horizon, une promesse de jours meilleurs. Le chemin serait long, mais je n'étais plus seul. Et ça, c'était le plus important.